Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur un nouvel épisode de Leadershift. Alors, je me réjouis parce que nous reprenons notre série pour en finir avec. Pour mémoire, épisode 70, pour en finir avec la communication 93% non-verbale, mythe que vous verrez partout dans les formations de communication, dans les formations de présentation. C'est évidemment strictement pas vrai. La communication n'est pas 93% non-verbale. Essayez d'indiquer à quelqu'un où vous avez mis vos clés, et puis vous verrez comme c'est évidemment faux. Épisode 72, gros morceau pour en finir avec la PNL, qui m'a valu des commentaires. Et puis épisode 89, pour en finir avec le MBTI, un test de personnalité qui refuse d'être un test de personnalité, on pourrait dire. Et donc, j'ai décidé, dans cet épisode, d'en finir avec les styles d'apprentissage. Alors, les styles d'apprentissage, vous savez, ce sont ces méthodes, ces outils qui prétendent que nous apprenons selon certaines modalités plutôt que selon d'autres modalités. Alors, j'ai dû me concentrer sur un seul de ces modèles de style d'apprentissage, parce qu'il y en a 71 différents. 71 modèles de style d'apprentissage. Alors, je vais me focaliser sur le plus connu, VACOG, ou VAC, ou VARC. Alors, à l'origine, c'est difficile à dire. Alors, il y a la PNL qui a trempé là-dedans, encore. Il y a un monsieur Frédéric Wester, un biochimiste allemand en 1998, qui a écrit un bouquin « Penser, apprendre, oublier, le fonctionnement de notre cerveau et ses carences ». Petite parenthèse. Tout ce qui parle du fonctionnement du cerveau, qui date d'avant 2010, vous pouvez quasiment mettre à la poubelle. Parce qu'en fait, les neurosciences ont fait tellement de progrès grâce à l'imagerie médicale que tout ce qu'on a dit avant, enfin pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on a dit avant mérite d'être vérifié avec ce genre de technologie-là. Donc, Wester, donc la PNL, nous parle de styles d'apprentissage différents, et lesquels sont-ils? VACOG, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, VACOG, c'est un acronyme qui en fait dit que nous communiquerions et nous apprendrions de manière préférentielle selon un canal de perception, qui sont pas débiles, hein. V comme visuel, VACOG, V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique, donc le toucher, O comme olfactif et G comme gustatif. Bon, alors déjà, VACOG à la base, se dire qu'on va apprendre l'allemand en mangeant de la choucroute, une Wurst, je suis pas sûr, donc on a très très vite en fait enlevé le O et le G, alors que si c'était un modèle basé sur le canal d'apprentissage, on aurait pu poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas en reniflant, je sais pas moi, les Allemands, pour apprendre l'allemand? Je sais pas, bref. Arrêtons d'être bêtes, excusez-moi chers auditeurs, chères auditrices. Et donc, on a vite gardé le VAC, V-A-K, donc on apprendrait soit de manière visuelle, soit de manière auditive, soit de manière kinesthésique. Bon. Donc vous entendrez des gens vous dire, moi j'apprends de manière visuelle, moi je dois voir. Alors voir quoi? Voir un mot écrit sur une page, voir une démonstration, voir quoi exactement? Mais passons. Moi, il faut qu'on m'explique. Auditif. Mais auditif comment? C'est-à-dire qu'on peut expliquer comment quelque chose fonctionne, ou expliquer par exemple avec un livre audio. Bon. Et puis le cas, c'est plutôt des gens qui ont besoin de toucher, voire d'essayer, d'expérimenter. Mais vous remarquerez que déjà comme ça, à se dire qu'il y a un style préférentiel, on voit bien qu'ils sont quand même souvent mélangés, utiles les trois. Bref. Donc VACOG et toute une industrie là autour, évidemment, vous pensez bien, les modèles peuvent servir à vendre de la prestation, et donc des profs, des enseignants en particulier, mais aussi des consultants, des formateurs, des formatrices, qui essayent de cibler diverses manières d'apprendre.
Le problème, vous vous y attendez, c'est que il n'y a aucune preuve scientifique que c'est vrai. Aucune. Comme d'habitude, les entre guillemets études sur lesquelles se basent ces modèles ne sont pas vraiment regardés de manière positive par la communauté scientifique qui s'occupe du domaine. Donc ici, par exemple, ce serait la psychologie cognitive. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est que même quand les gens identifient leur style préféré, ils ne l'utilisent pas plus que les autres styles. Expérience, vous prenez une cohorte de gens, un groupe de gens, vous leur dites voilà, quel est votre style? Ah, moi je suis visuel, moi je suis, etc. Ensuite, vous leur faites apprendre quelque chose. Eh bien, pendant qu'ils apprennent, ils n'utilisent pas plus leur style préféré. Bon, c'est déjà bizarre. Mais c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que même les gens qui identifient leur style préféré et l'utilisent n'obtiennent pas de meilleurs résultats que les autres. Donc, on voit que le bon sens nous indique qu'il est faux. La science, nous indique qu'il est faux. Alors pourquoi est-ce qu'il perdure comme ça? Eh bien, il est intuitif. Une espèce de naturalisme naïf qui fait que on voit qu'on entend, on comprend qu'on entend, on comprend qu'on touche. Ces trois sens-là semblent être logiquement attachés à l'apprentissage. Mais quid des autres sens? On a parlé de l'olfaction, on a parlé du goût, mais la proprioception, l'interoception sont aussi des sens. Et pourtant, personne ne dit qu'on apprend avec ceux-là, alors qu'en fait, ils sont vraisemblablement aussi impliqués dans l'apprentissage. Mais il est intuitif, parce qu'on lit, parce qu'on écoute, parce qu'on touche. Ensuite, eh bien, il simplifie la vie des enseignants. D'une certaine manière, enfin, il la simplifie et il la complexifie. Il la simplifie parce que ça permet d'expliquer, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'un élève apprendrait mal en lisant. Alors qu'en fait, le problème est ailleurs. Mais il complexifie aussi la vie des enseignants, des profs, parce que ça veut dire qu'il faut absolument changer, par exemple, tous les bouquins, mettre, par exemple, des graphiques partout, des images partout, parce qu'il faut que ça soit visuel. Aucune preuve que ça fonctionne nulle part. Et puis je l'ai dit avant, pourquoi ce mythe? Parce qu'il rapporte de l'argent à toute une industrie, et puis que ces gens-là le font vivre. Et on développe du marketing, on développe des idées, et voilà. Si vous n'avez pas le temps d'écouter Leadershift, ou si vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça, vous pensez que VACOG, ça va être une manière correcte de voir l'apprentissage chez les enfants, les adolescents, les adultes. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème qu'on utilise ces mythes? Parce qu'on tire de mauvaises conclusions à propos de comment est-ce qu'on apprend, et puis on dépense des ressources dans de mauvaises directions. Peut-être plutôt que de mettre des images dans tous les bouquins, on ferait mieux d'étudier ou de rendre plus populaires les classes inversées, qui elles alors ont donné évidemment de bons résultats. J'ai encore vu un post sur LinkedIn aujourd'hui d'une prof française qui a dit avoir découvert basé sur une vidéo de Montessori, elle a mis en place les classes inversées avec des résultats immédiats. Ça coûte pas un franc, il n'y a pas besoin de réécrire des bouquins, et puis les résultats sont immédiats. Donc c'est pour ça que c'est un problème. Parce que VACOG prend l'espace médiatique, l'espace intellectuel des gens, à la place d'autres choses qui seraient peut-être beaucoup plus utiles. On me dirait, Vincent, d'accord, merci beaucoup, mais comment est-ce qu'on apprend alors? Eh bien, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est moins populaire, parce que ça tombe pas sous le sens comme voir, entendre et toucher. Mais j'ai quand même quelques petites choses à vous proposer. Il est scientifiquement démontré que espacer les sessions d'apprentissage permet de mieux apprendre. Donc plutôt que de faire 3 jours de séminaire suivi, eh bien on fait des sessions de formation qui sont espacées dans le temps. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années chez Coapta, et nous sommes en train d'ailleurs de réfléchir à comment encore mieux adapter ce principe-là pour nos formations futures. Deuxième manière dont nous apprenons mieux, vivre le contenu sous plusieurs formes. Alors on retrouve là, sous une VAC is back, VAK is back, parce que en fait, effectivement, un contenu donné, s'il est vécu, appréhendé de plusieurs manières, ça permet en fait d'avoir une meilleure appréhension et compréhension du sujet. Donc, typiquement, faire une lecture, en discuter avec quelqu'un, essayer par exemple, permet d'apprendre mieux. On le sait d'ailleurs quand on fait des cours aux formateurs d'apprentis,
eh bien on parle du fait qu'il faut proposer l'apprentissage dans plusieurs formes. Autre manière avec lesquelles nous pouvons mieux apprendre, c'est de se tester soi-même. Ou, de manière équivalente, demander par exemple à la classe de créer le test pour la classe. Ce qui se fait d'ailleurs, un de mes fils qui est au lycée, au gymnase, comme on dit en Suisse, comme on disait en Suisse, je crois qu'on dit lycée aussi maintenant d'ailleurs, eh bien, il a dû créer un test avec des collègues pour toute sa classe, et d'ailleurs lui-même a été testé avec ce test. Donc, se tester soi-même ou tester les autres permet évidemment en créant des questions, de travailler le contenu. À nouveau, c'est quelque chose que nous faisons chez Coapta. Typiquement en deuxième session, en troisième session, ça nous arrive de commencer par un petit jeu dans lequel chaque couple ou trio de personnes crée des questions pour les autres. On fait un petit concours avec ça, c'est fun, les gens s'amusent beaucoup et ils apprennent énormément puisqu'ils doivent en même temps chercher les questions et ensuite y répondre. Enfin, dernière manière d'apprendre mieux, eh bien, c'est de faire des connexions avec ses connaissances préalables. Comment est-ce que ce que j'apprends s'intègre à ce que je sais déjà? Et la formation de ces liens aide notre cerveau, pendant le sommeil typiquement, à consolider les informations en mémoire. À nouveau, je ne vais pas tout le temps parler de Coapta, mais finalement si, pourquoi pas, c'est aussi quelque chose que nous faisons pendant nos formations. C'est pour ça qu'il y a de l'échange entre participants, pour que les connexions puissent se faire, pas seulement entre ce que je dis et ce que disent les participants, mais aussi entre ce que les participants partagent ensemble. Donc, apprendre mieux, espacier les sessions d'apprentissage, numéro 1. Numéro 2, vivre le contenu sous plusieurs formes. Numéro 3, se tester soi-même. Numéro 4, faire des connexions avec ses connaissances. Voilà. On en a fini pour cet épisode. Avant la fin de l'épisode, c'est l'épisode de la question du mois que je vais remplacer par une annonce du mois. Attention, drum roll, roulement de tambour, un nouveau podcast. En anglais. Eh oui, je me lance avec une collègue qui est coach, facilitatrice, qui s'appelle Teresa Destrebeck, qui est américaine et qui vit en France. On a décidé de faire un podcast qui s'appelle Leader Learner Podcast. Donc c'est le podcast des leaders qui apprennent. C'est en anglais. C'est sur www.leaderlearner.fm, donc LEADER-LEARNER.fm. Pas beaucoup d'épisodes encore, on poste à peu près toutes les 2 semaines. Et donc voilà, si vous avez envie d'entendre des leaders parler de leur manière d'apprendre, des bouquins que nous lisons, Teresa et moi, eh bien vous pouvez vous connecter sur leaderlearner.fm. N'oubliez pas, parlez du podcast Leadership autour de vous, allez sur Spotify ou sur Apple Podcast, remplir une review pour mettre des étoiles pour que le podcast devienne plus populaire. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!